Niamey, juillet 2023, il est 6 heures du matin, la garde présidentielle encercle le palais. Mohamed Bazoum, président en exercice, est arrêté dans sa propre résidence. Le général Abdourahmane Tiani, chef de cette même garde, vient de prendre le pouvoir. 9 heures, les chaînes nationales diffusent la proclamation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Message aux militaires français présents à Niamey, Oualam et Agadez, vous pouvez partir. Paris refuse d'y croire, puis menace, puis tempête, puis en décembre 2023 finit par s'exécuter. 5 mois pour accepter l'évidence. L'ambassade française à Niamey fermée. La base aérienne 101 rendue à l'armée nigérienne. Dernier soldat français embarqué le 22 décembre 2023. Rideau. C'est la fin officielle d'un demi-siècle de présence militaire française au Sahel, un demi-siècle de néocolonialisme militaire pour appeler les choses par leur nom. Les télévisions françaises ont parlé de déroute historique. Les médias africains, eux, ont parlé de libération. 2 lectures, un même événement. Et depuis, tout le monde cherche à savoir qui a pris la place. Wagner, la Chine, Washington. Ces réponses, elles circulent, elles font le tour des plateaux. Mais personne en France ne pose la vraie question, celle qui dérange, celle qui crève pourtant les yeux dès qu'on regarde une carte. Qui est l'acteur régional à 400 km d'Alger qui partage 1376 km de frontière avec le Mali, 956 avec le Niger, qui est le voisin immédiat, le plus puissant militairement, le plus capable diplomatiquement, le plus légitime historiquement pour organiser la stabilité régionale, l'Algérie. Aujourd'hui, on ouvre ce dossier parce que la géopolitique du Sahel depuis 2023 ne se comprend ni par Wagner, ni par Pékin, ni par Washington. Elle se comprend par Alger, sa diplomatie silencieuse, sa force opérationnelle sud activée en 2024, ses accords bilatéraux avec Bamako, Ouagadougou et Niamey, sa stratégie de sécurité partagée qui remplace progressivement le modèle français d'interventionnisme et ses tensions réelles avec les juntes sahéliennes sur certains dossiers brûlants. Voici comment l'Algérie est en train de redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, la puissance structurante du Sahel africain. Avant qu'on rentre dans le dur, 3 secondes. Abonne-toi, active la cloche et dans les commentaires, dis-moi d'où tu regardes. Algérie, Mali, Burkina, Niger, France, Canada, Belgique, Sénégal. Je veux savoir qui était là. Et maintenant, une vraie question, pas une question rhétorique. Est-ce que tu penses que l'Algérie a un destin de puissance régionale au Sahel? Ou au contraire, est-ce qu'elle doit rester en retrait et ne surtout pas copier le modèle interventionniste français? Écris ton avis dans les commentaires, pas de langue de bois. Ce débat traverse la société algérienne en ce moment même, autant le poser clairement. Maintenant, on remonte le temps, parce que si tu veux vraiment comprendre ce que fait l'Algérie au Sahel aujourd'hui, tu ne peux pas commencer en 2023. Ce serait une erreur. La vraie histoire, elle commence bien avant. L'Algérie et le Mali partagent une frontière qui n'existait pas avant 1960. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas 2 territoires séparés. Il y avait un seul espace, le Grand Sahara Touareg, les Touaregs algériens de Tamanrasset, d'Ilizi, de Djanet, et les Touaregs maliens de Kidal, Gao, Tombouctou, ce sont des cousins, souvent au sens littéral. Les mariages mixtes, les routes caravanières entre le Hogar et l'Adrar des Ifogas, le commerce transsaharien, c'est 1000 ans d'histoire commune. Pas celle inventée par les lignes rouges tracées par Paris en 1902. Et c'est précisément cette mémoire-là qui explique pourquoi Alger a toujours traité la stabilité du Sahel comme une question de sécurité nationale. Pas par générosité, par logique géopolitique. Dès 1963, Ben Bella refuse de se laisser piéger dans la guerre des sables contre le Maroc, en partie parce qu'il voyait la vraie menace venir du sud. Dans les années 90, pendant la décennie noire, les groupes djihadistes algériens trouvent refuge dans le nord du Mali avec la complicité passive de Bamako. Alger retient la leçon, la paix en Algérie passe par la paix au Sahel. C'est cette doctrine qui explique le rôle central joué par l'Algérie dans l'accord de juin 2015, un texte signé entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. Pendant 8 ans, cet accord a maintenu une paix relative dans la région de Kidal. Puis en janvier 2024, la junte malienne le dénonce officiellement sous pression russe et nigérienne. Résultat, une crise diplomatique majeure entre Alger et Bamako, et on va y revenir. 2013, le moment pivot, l'heure de vérité, janvier 2013. La France envoie ses troupes au Mali, l'opération Serval.
Version officielle, bloquer les colonnes djihadistes qui marchaient sur Bamako. Version réelle, reconquérir le Sahel militairement après 20 ans de retrait progressif. Ça commence comme ça, et ça grossit. En août 2014, Serval se transforme en Barkhane, 5 pays, Mali, Burkina, Niger, Mauritanie, Tchad, 5200 soldats français sur le terrain, 1 milliard d'euros par an, une machine de guerre, et l'Algérie absente, totalement absente. Pendant toute la durée de Barkhane-Alger dit non. Non aux bases, non au survol, non aux accords opérationnels. La doctrine constitutionnelle algérienne est claire, intouchable, immuable. Zéro intervention militaire hors des frontières. Zéro présence étrangère sur le sol algérien. Non-ingérence absolue. À Paris, beaucoup lisent ça comme de la lâcheté algérienne, un aveuglement total. Parce que les Algériens, eux, savent exactement ce qu'ils font. Ils attendent, ils laissent les Français s'épuiser et ils savent que leur heure viendra. Elle vient entre 2021 et 2023. 3 coups d'État, 3 ruptures avec Paris. Mali août 2020 confirmé en mai 2021. Burkina janvier puis septembre 2022. Niger juillet 2023. Un bloc sahélien né. En septembre 2023, Mali, Burkina et Niger signent la charte du Liptako-Gourma. Naissance de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Bloc politique, bloc militaire, en rupture totale avec Paris et la CEDEAO. Alger observe et commence à bouger. Premier mouvement, novembre 2023. Alger reçoit discrètement Assimi Goïta, le chef de la junte malienne. Visite non officielle. Aucun communiqué, aucune photo. Juste 2 falcons qui atterrissent à Boufarik une nuit et repartent 2 jours plus tard. L'objet de la réunion n'a jamais été officiellement confirmé, mais des fuites publiées par un journal sénégalais en février 2024 révèlent 3 points: la sécurisation de la frontière commune, la lutte anti-djihadiste et surtout le statut futur du nord du Mali et de ses populations touareg. Ce 3e point deviendra une source de tension majeure. Deuxième mouvement, janvier 2024. Tebboune reçoit Tiani, le président nigérien. Première visite d'État de Tiani depuis le coup de juillet 2023. Signature d'un accord cadre coopération sécuritaire et énergétique. 2 clauses essentielles. Alger livre du carburant à Niamey à prix préférentiel pendant toute la période de sanctions de la CEDEAO. En échange, Niamey autorise le transit du futur gazoduc transsaharien sur son territoire à des conditions concessives. Accord gagnant-gagnant. Alliance économique scellée. 3e mouvement, avril 2024. Tebboune reçoit Ibrahim Traoré, chef de la junte burkinabé. Accord de coopération militaire. Formation des officiers burkinabés dans les académies algériennes. Livraison de matériel militaire léger. Aide à la reconstruction de l'Académie militaire nationale burkinabé, partiellement détruite lors d'une opération djihadiste en 2022. Et qu'est-ce qu'Alger demande en retour? Presque rien, juste une chose: que Ouagadougou soutienne les positions algériennes dans les instances africaines, notamment sur le dossier sahraoui. Voilà, 3 mouvements. Discret, précis, stratégique. L'Algérie ne fait pas de bruit. Elle construit. Pause. Avant qu'on plonge dans la partie la plus délicate, les fractures réelles, les tensions concrètes entre Alger et les juntes, prends une seconde, envoie cette vidéo à un ami, à un étudiant en géopolitique, à quelqu'un de la diaspora qui suit le Sahel de près. Ce qu'on va aborder là, ça n'existe presque nulle part dans les médias traditionnels. Et la lucidité, ça se construit à plusieurs. Maintenant, entrons dans le dur. Les tensions, parce qu'elles existent, parce qu'elles sont sérieuses, et parce que les minimiser, ce serait franchement se mentir à soi-même. La première et de loin la plus lourde, c'est le dossier Touareg dans le nord du Mali. En 2023, la junte malienne reprend militairement Kidal. Kidal, capitale symbolique et traditionnelle des Touaregs. L'opération se fait avec l'appui de Wagner. Elle est violente, des centaines de morts des civils Touaregs parmi eux, dont certains appartiennent à des tribus cousines de tribus algériennes. Ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas abstrait pour Alger. La réaction algérienne est immédiate et publique en octobre 2023. Alger condamne ouvertement l'offensive. Bamako répond en rappelant son ambassadeur à Alger en décembre de la même année. On est en pleine crise diplomatique et en janvier 2024, Bamako franchit le pas. L'accord de paix d'Alger, signé en 2015, est officiellement dénoncé. 9 ans de processus de paix balayés.
Les deux pays se retrouvent au bord d'une rupture totale. C'est une médiation discrète menée conjointement par le Qatar et la Russie qui évite le pire au printemps 2024. En juin 2024, les relations sont rétablies, mais à minima. La confiance, elle est brisée. Et sur le dossier Touareg spécifiquement, Alger maintient officiellement sa position. La situation des populations civiles reste une préoccupation. En septembre 2024, le général Saïd Chengria, chef d'état-major de l'armée algérienne, prend la parole publiquement et déclare que la stabilité du Sahel passe par la protection de toutes ces populations sans exception. Formule diplomatique, certes, mais le message lui est limpide. Alger ne valide pas l'écrasement militaire des Touaregs maliens, et elle ne le validera pas. Tension numéro 2, Wagner au Sahel, ou comment Alger surveille son jardin. Là, on parle d'Africa Corps, anciennement Wagner. Et franchement, Alger n'a jamais digéré leur présence au Mali ni au Burkina. Pas parce qu'ils détestent Moscou, non, mais parce que la méthode Wagner exécution sommaire, brutalité sans filtre, comportement carrément mafieux, c'est l'opposé total de ce que l'Algérie défend comme doctrine. Deux visions du monde qui ne peuvent pas coexister. Et là, juillet 2024, l'embuscade de Tinzaouaten, 54 mercenaires russes cambistes tombent sous les balles des combattants Touaregs. La presse russe, dans la foulée, accuse directement Alger d'avoir fourni du renseignement. Alger dément officiellement. Mais ce démenti est flou, ambigu, probablement voulu. Et c'est là que c'est fort, c'est un message non dit à Moscou. Ne débordez pas, c'est notre arrière-cour. Nos règles s'appliquent ici. Tension numéro 3, les droits de transit nigériens ou la guerre des péages, août dernier. Le Niger relève unilatéralement ses tarifs de transit sur les marchandises qui passent par la route algérienne vers la CEDEAO. Niamey veut maximiser ses recettes sur le futur corridor transsaharien logique commercial, certes, mais Alger trouve ça excessif, pénalisant et franchement irrespectueux pour un projet censé être commun. 6 mois de négociations bilatérales. Et selon une source proche du ministère algérien des Affaires étrangères, Alger aurait glissé un message très clair à Niamey. Un partenaire stratégique, ça ne se comporte pas comme un péage. C'est du langage peu diplomatique. Et ces tensions commerciales-là, elles ne sont pas près de disparaître. Tension numéro 4, plus discrète, Traoré comme icône et la gêne d'Alger. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Ses discours anti-néocolonialistes font des ravages sur les réseaux, surtout chez les jeunes Algériens. Et ça, Alger le ressent comme une gêne réelle. Parce que Traoré va parfois plus loin dans la radicalité rhétorique que Tebboune lui-même. Alger préfère l'efficacité silencieuse à la posture spectaculaire. Deux logiques africanistes qui cohabitent difficilement et qui risquent de se frotter de plus en plus. Le bilan. Avril. Les chiffres parlent. On va arrêter de philosopher et regarder ce qui s'est réellement passé sur le terrain parce que les tensions, on en a parlé. Mais les faits, eux, ne mentent pas. Fait numéro 1, depuis que les Français ont plié bagage, la bande frontalière algéro-malienne, 450 km de profondeur est quadrillée. Drone CH-5. Force spéciale algérienne. Surveillance constante. Et le résultat est là, les attaques djihadistes transfrontalières vers l'Algérie sont passées de 37 en 2022 à 4 en 2025, moins 89%, 89%. C'est pas un succès, c'est une démonstration. Fait numéro 2, l'Algérie est devenue depuis 2024 le premier partenaire commercial des 3 pays de l'AES. Les exportations algériennes cumulées vers le Mali, le Burkina et le Niger, 800 millions de dollars en 2022, 8 milliards en 2025, multiplié par 5 en 3 ans. Pétrole, blé, matériaux de construction, équipements électriques. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est de l'économie réelle. Fait numéro 3. Les officiers sahéliens qui se forment dans les écoles militaires algériennes 60 en 2022 à chercher les Blida, 300 en 2025, x4. Et l'objectif 2030, c'est de former la moitié du corps d'officiers des 3 armées. Quand vous formez les cadres militaires d'un pays, vous ne vendez pas juste des armes, vous exportez une doctrine, une culture, une vision. C'est de l'influence à long terme. Et ça ne s'efface pas facilement. Fait numéro 4, mars 2026, ouverture du premier consulat algérien à Kidal. Première mission diplomatique étrangère à s'implanter dans cette ville depuis une décennie. Bamako n'est pas content, mais Bamako se tait. Parce que Bamako ne peut pas se permettre une nouvelle crise avec Alger.
Ce geste, il dit une chose très clairement, l'Algérie assume son rôle de protecteur implicite de la minorité touareg, publiquement, sans s'excuser. Fait numéro 5, et c'est le plus lourd. En février, l'Algérie signe un protocole tripartite avec la Mauritanie et l'AES pour la création d'une force mixte antiterroriste du Sahara. 6 000 hommes, 2 000 fournis par l'Algérie, 2 000 par les pays de l'AES, 2 000 par la Mauritanie. Financement à 50% assuré par Alger. Mission sécuriser les axes commerciaux, neutraliser les groupes armés transfrontaliers sans s'ingérer dans les affaires intérieures. Ce modèle n'a jamais existé dans la région. Il remplace de facto ce que Barkhane n'a jamais réussi à bâtir en 10 ans de présence. Voilà le bilan, pas des promesses, des faits. Voilà, on va parler de la comparaison qui tue, celle qui explique tout. La France de 2013 à 2023, voyons ce qu'elle a fait. Interventionnisme unilatéral des bases militaires plantées partout sur le continent des Alliés, choisi selon ses propres intérêts, zéro partage de renseignements, et un paternalisme diplomatique porté comme une médaille. Résultat, 3 coups d'État, un retrait humiliant, des populations qui l'ont regardé partir sans même un au revoir. L'Algérie, depuis 2013, approche inverse totalement. Aucune intervention militaire hors de ses frontières. Aucune base à l'étranger, aucune. Une coopération bilatérale négociée au cas par cas sans imposer le tempo. Un partage de renseignements conditionnels, pas automatique, et un respect formel de la souveraineté de ses partenaires. Résultat, acceptation populaire, stabilité relative, influence en croissance constante. La doctrine opposée, les résultats opposés. Vous appelez ça une coïncidence? Non. C'est de la logique pure. Les peuples africains ne veulent plus de tuteurs, ils veulent des partenaires, des égaux. Paris n'a jamais compris ça, ou peut-être qu'il n'a jamais voulu le comprendre. Alger, elle l'a intégré dès les années 60. 60 ans de patience stratégique, 60 ans d'investissement discret tissé dans les coulisses des relations bilatérales. Et aujourd'hui, ça paie. Enfin, et maintenant parlons des limites, parce qu'un succès géopolitique, ça se confirme dans la durée. Et sur le Sahel, l'Algérie est encore en train de jouer sa partie. Premier défi, et celui-là est subtil, la Russie. Africa Corps est toujours là au Mali, au Burkina. Les relations Alger-Moscou excellentes. Énergie, armement, tout roule. Mais sur le terrain sahélien, il y a une compétition feutrée que personne ne veut nommer. L'Algérie veut des accords d'État à État durables construits dans le temps long. Moscou, elle préfère serrer la main des juntes, directement des contrats plus fragiles mais rentables à court terme. C'est pas un conflit ouvert. C'est un conflit latent, et ce genre de tension, ça finit toujours par exploser au pire moment. Deuxième défi, la fragilité des juntes elles-mêmes, Goïta Traoré Tiani. Personne n'est éternel, ces régimes sont contestés de l'intérieur. Un renversement au Mali ou au Burkina, et tous les accords passés avec Alger partent à la poubelle. Le vrai travail de fond, c'est donc de construire des relations avec les sociétés civiles, pas seulement avec des généraux qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Ce travail existe, mais il avance lentement. Trop lentement peut-être. Troisième défi le plus sensible de tous, la question touareg. L'Algérie ne peut pas soutenir militairement les rébellions sans se mettre à dos Bamako, mais elle ne peut pas non plus tourner le dos à des populations avec lesquelles elle partage du sang, de la culture, de l'histoire. C'est une corde raide, diplomatique, et là, la marge d'erreur est quasi nulle. Une erreur de calcul et c'est une crise régionale. Quatrième défi, celui que beaucoup sous-estiment, les Émirats arabes unis. Depuis 2024, Abu Dhabi investit massivement en Afrique de l'Ouest, fonds souverain, partenariat militaire, présence économique croissante. Les relations algéro-émiraties sont cordiales, mais sur la Libye déjà les intérêts divergent. Et maintenant, c'est le Sahel qui rejoint la liste des points de friction. Un équilibre délicat à trouver et à maintenir. Alors voilà la vraie question, celle qui mérite qu'on s'arrête. Dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que l'Algérie fait au Sahel concrètement? Parce qu'il y a des options sur la table et elles ne se valent pas. Option 1, tu continues comme maintenant. Discret, bilatéral, efficace. Commerce, formation, diplomatie sans coup d'éclat. C'est la politique qui a fonctionné. Le problème, elle a ses limites. Option 2, tu passes à la vitesse supérieure. Tu assumes publiquement le rôle de puissance structurante. Tu proposes une organisation régionale formelle Alger, l'AES, la Mauritanie, le Tchad,
et tu deviens le rival direct de la CEDEAO. Plus discret du tout ça. Option 3, tu penses plus grand encore. Un axe nord-africain, Algérie, Libye, Tunisie, Mauritanie. Pas seulement le Sahel, mais toute la bande nord-africaine. Un bloc géopolitique cohérent face à la France, au Maroc et à l'Égypte. Option 4. La plus ambitieuse, je te préviens. Tu proposes une architecture de sécurité africaine construite par des Africains pour des Africains en rupture totale avec les structures héritées de la colonisation. Le rôle historique de Nasser dans les années 60. Le panafricanisme réactualisé avec Alger comme moteur. Option 5, la plus lucide à mon sens. Tu acceptes que tu ne peux pas tout porter. Tu te concentres sur tes frontières, sur la protection de tes routes commerciales et tu laisses chaque pays du Sahel gérer son propre destin. Le voisin exigeant mais discret. Toi, quelle option tu choisis? Écris en commentaire 1, 2, 3, 4, 5 ou ta propre vision. J'attends ton avis argumenté, pas juste un chiffre. Parce que la question du rôle algérien au Sahel, c'est probablement la question géopolitique la plus importante de cette décennie pour notre pays. Elle va déterminer notre place africaine pour le demi-siècle à venir. Ce débat nous appartient, cette région est notre espace naturel. Et cette responsabilité historique, elle n'appartient qu'à un seul peuple, le peuple algérien. Avant de partir, récap rapide parce que ça va vite. Depuis 2023 et le départ des troupes françaises du Sahel, l'Algérie est devenue discrètement l'acteur structurant de la région. Pas Wagner, pas la Chine, pas Washington, Alger. 2. Cette influence repose sur 3 piliers: diplomatie bilatérale négociée, coopération économique massive, formation militaire des officiers des 3 pays de l'AES, approche radicalement opposée à l'interventionnisme français qui lui a échoué. 3. Les tensions existent, soyons honnêtes. Le dossier Touareg au nord du Mali, le rôle ambigu de Wagner à Tinzaouaten, les tarifs douaniers nigériens sur le corridor transsaharien et la concurrence rhétorique avec le Burkina de Traoré. Ce n'est pas un tableau idyllique, mais c'est la réalité géopolitique. Mais regardons les chiffres parce que les chiffres, ça ne ment pas. Les résultats sont là, mesurables, concrets. Une baisse de 89% des attaques djihadistes transfrontalières, les exportations vers l'AES multipliées par 3,5. Le nombre d'officiers formés en Algérie quadruplé. Un consulat ouvert à Kidal. Et en 2026, une force mixte antiterroriste commune. Vous appelez ça comment vous... Moi, j'appelle ça du résultat. Et pourquoi ça marche? Parce que l'approche algérienne, c'est l'exact opposé de ce que l'Occident a fait pendant des décennies. Pas d'interventionnisme, respect de la souveraineté, bilatéralisme, patience. Ce que les puissances coloniales n'ont structurellement jamais pu faire, pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais parce que leur logique profonde les en empêche. Maintenant, est-ce que tout est parfait? Non. Les défis sont réels, la concurrence russe, l'instabilité des juntes, la question Touareg qui reste ouverte et l'émergence des Émirats comme nouvel acteur. Alger doit manœuvrer entre ces 4 écueils avec pragmatisme, avec patience. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. La vraie question pour la décennie à venir, c'est quel rôle l'Algérie veut-elle jouer? Leader régional assumé, pilier d'un bloc nord-africain, architecte d'une vision panafricaniste continentale, ou alors voisin discret mais exigeant? Ce choix, et il faudra le faire, définira notre place dans l'Afrique du XXIe siècle. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur la vraie géopolitique du Sahel, pas les fadaises sur Wagner, pas les fantasmes sur Pékin, alors t'as 3 actions à faire là maintenant. Sans réfléchir, tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Tu partages et à l'ami qui scrute l'Afrique, à l'étudiant en RI, qui galère avec ses cours, au jeune diplomate, qui comprend enfin que le terrain c'est autre chose que les manuels, et aux membres de la diaspora qui veut savoir où se joue vraiment le destin de sa région. Parce que cette guerre d'influence, elle avance dans le silence. Elle avance précisément parce que les médias français regardent ailleurs. Maintenant, retenez mercredi. Mercredi, on attaque le 2e épisode de la série 3 et c'est du lourd, le dossier libyen. 15 ans après la chute de Kadhafi, pourquoi la Libye reste-t-elle le champ de bataille géopolitique le plus explosif de toute la Méditerranée? Qui est vraiment derrière Haftar, qui finance vraiment Dbaïba, qui tire vraiment les ficelles des milices tribales, le rôle des Émirats, le rôle de la Turquie, le rôle de l'Italie parce qu'on n'en parle jamais assez, et surtout la stratégie algérienne qui pourrait bien être l'un des derniers leviers de paix crédibles dans ce chaos. Rendez-vous mercredi les amis. L'Algérie, elle vit, elle respire, elle grandit,
Et nos martyrs, on ne les oublie jamais. Jamais. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est leur héritage. Cette diplomatie-là, elle ne fait pas de bruit. Elle ne signe pas de traité en grande pompe. Elle ne verse pas une goutte de sang. Et pourtant, elle avance. Là où les bottes françaises ont trébuché, piétiné, échoué, cette diplomatie silencieuse, elle progresse. Tranquillement, mais sûrement. Alors que la vérité continue de marcher même quand... Ouais, quand...